Bonjour à toutes et à tous. Au cœur du débat, je vous propose d'aborder aujourd'hui une question simple, mais une question tellement essentielle dans la période que nous traversons. C'est la question du financement des entreprises, dont on peut imaginer, espérer en tout cas, qu'elles fassent preuve dans un premier temps de résilience en attendant la relance. Donc, quelle est la place de ce financement, à la fois dans la période de résistance aujourd'hui et demain, dans la période de relance qu'on espère la plus rapide, évidemment, à arriver dans les semaines et les mois qui viennent. Alors, Jean-Luc Flabeau, cette question-là, je la qualifie d'essentielle, la question du financement. Mais pourquoi est-ce que le Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables a choisi aujourd'hui d'évoquer ce financement des entreprises ? Bonjour à tous. Eh bien, parce que ça fait un an. Un an que les entreprises se battent face à cette crise sanitaire terrible. Un an qu'il y a le déblocage des premiers PGE. Et puis aussi un an qu'on attend les vaccins. Donc aujourd'hui, les vaccins sont là. Ils sont en train d'être déployés. Et cette campagne des vaccins annonce une fin de crise. C'est la seule solution, une fin de crise. Et qui dit fin de crise, ça va ouvrir une ère nouvelle. On espère tous, on parle tous de septembre, d'une relance économique. Donc aujourd'hui, il faut préparer cette relance économique. Il faut que les entreprises se mettent en condition. Et pour cela, pour moi, il y a deux choses essentielles à faire. Déjà, qu'elle continue à être résiliente, parce que le quotidien est encore difficile, et puis il ne faut rien lâcher. Mais aussi, préparer, agir sur la trésorerie des entreprises, pour justement que ces entreprises soient prêtes lorsqu'il y aura la relance, parce qu'elles vont devoir investir, elles vont devoir digitaliser leur processus, elles vont devoir financer leur augmentation de besoins en fonds de roulement parce qu'il y aura relance. Et donc tout cela, eh bien, ça demande une anticipation, une préparation, et on ne peut pas simplement le faire dès que ça va arriver. Alors, on va, vous l'avez dit, parler du PGE, des financements complémentaires, etc. Mais d'abord, comme c'est devenu une habitude dans cette émission, on va passer la parole à un grand témoin qui a accepté de s'exprimer devant une caméra et pour nous. C'est le grand. Le grand témoin, c'est Nicolas Dufourcq qui va s'adresser à nous. Il est le directeur général de la Banque publique d'investissement, BPI. Il est président d'ailleurs depuis sa création en janvier 2013. Et vous imaginez bien que pour lui, la question du financement des entreprises dans cette période difficile et surtout les perspectives de rebond sont au cœur de ses préoccupations. Je vous propose d'écouter Nicolas Dufourcq. Bonjour à tous, je suis très content de pouvoir vous passer un message d'encouragement à poursuivre dans notre partenariat avec BPI France, qui est très important pour nous. Je voudrais vous remercier de tout ce qui a pu être accompli en 2020 autour de la gamme de prêts digitaux de BPI France, qui est tout à fait nouvelle pour nous. Nous avons fait près de 300 millions d'euros de prêts rebonds 100% digitaux, entièrement algorithmiques, avec une boucle passant par votre expertise. Et ça a pu être parfois un peu compliqué. Merci de votre réactivité et de l'énergie que vous avez mis à bâtir ce partenariat avec BPI France, qui est vraiment très très important. Nous allons continuer de développer cette gamme de produits digitaux. BPI France est devenu de facto en 2020 une grande fintech du crédit aux TPE et aux PME. Et ceci ne peut pas se faire sans vous, bien entendu. Nous avons d'autres idées dans le domaine de la création en particulier. Et puis, nous allons, en tant que Banque du Climat, déployer de plus en plus auprès des PME et même des TPE, tout l'agenda et toutes les valeurs de notre programme de transition climatique. Et là aussi, nous allons avoir besoin de vous, parce que vous êtes au contact de tout cet écosystème-là. C'est un écosystème qui doit être transformé en porte-à-porte de masse. BPI France, avec ses 3200 collaborateurs, peut traiter le porte-à-porte des PME, difficilement celui des TPE. Et donc, ça reposera pour partie sur votre présence dans le territoire, votre connaissance intime du terrain et la confiance que vous accordent ces centaines de milliers de petits clients. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui et former le vœu que notre partenariat se poursuive et s'amplifie dans les trimestres qui viennent. Merci à vous.
Voilà, Nicolas Dufour, directeur général de BPI France. L'autre séquence que vous connaissez bien, puisqu'elle est régulièrement dans ce format, c'est le chiffre du mois. Et aujourd'hui, le chiffre du mois, c'est Philippine Lucile qui l'a choisi. Elle est responsable animation des marchés et partenariats bancaires au sein de BPI France. Elle va nous rejoindre. Le chiffre du mois. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation d'abord. Et donc, quel est ce chiffre qui vous a semblé introduire le plus logiquement du monde la thématique qui nous réunit ? Bonjour à tous. Eh bien, le chiffre du mois, c'est sans aucune hésitation 135 milliards d'euros. 135 milliards d'euros de PGE distribués auprès de 700 000 entreprises dans un temps record puisque tous les PGE, le temps de mise en place des PGE a été démarré fin mars, vers le 20 mars. Et en quelques mois, donc jusqu'en juin, pratiquement l'ensemble de la majorité des PGE avait été déployé. C'est un effort qui a été fait par l'ensemble des établissements bancaires, pas uniquement du tout par BPI France qui est dans les PGE gère la garantie, mais l'ensemble des établissements bancaires ont distribué ce PGE lors de la fermeture administrative d'un certain nombre de secteurs. Donc 135 milliards d'euros cumulés de prêts garantis par l'État, c'est le chiffre que vous avez choisi. Alors, on va parler de résistance, de résilience des entreprises et on va parler de relance, mais d'abord, le minimum, c'est quand même de dresser l'état de santé de ces entreprises et c'est ce qu'on va voir et on mettra ça en parallèle avec les dispositifs d'accompagnement et de soutien qui ont été déployés. Alors, Jean-Luc Flabaud, d'abord, si on doit évoquer le bilan de la situation des entreprises aujourd'hui, quels sont les points de fragilité que les experts comptables constatent le plus fréquemment ? Dans quel état se portent les entreprises françaises ? Si vous permettez, faisons un bref retour en arrière. Avant la crise, les entreprises françaises se portaient plutôt bien, avaient augmenté leur profitabilité, avaient augmenté le niveau de leurs fonds propres. Et puis l'imprévu est arrivé en mars 2020 avec une économie qui s'est retrouvée avec des pans entiers de l'économie en souffrance, pour ne pas dire à l'arrêt. Et donc l'État a tout de suite été très réactif et a soutenu de façon très très massive l'économie de notre pays et puis aussi l'ensemble des entreprises, avec 210 milliards d'euros injectés dans l'économie et dans les entreprises. Alors bien sûr, les 135 milliards, le chiffre évoqué, expliqué par Philippine à l'instant, et donc c'est toutes ces 700 000 entreprises qui en ont profité, qui sont majoritairement des PME, mais il n'y a pas que le PGE, il y a l'activité partielle, 23 milliards d'euros, le fonds de solidarité, 13 milliards, le report des charges, 27 milliards, et puis les moratoires bancaires pour 20 milliards, donc 210 milliards, c'est colossal. Alors ensuite, aujourd'hui, c'est quoi l'enjeu principal ? Parce qu'encore une fois, on est dans un temps de bascule, parce qu'on va sortir d'une crise pour aller vers une relance qu'on espère en plus très très active d'ici quelques mois. Donc l'enjeu principal de la sortie de crise, c'est renforcer les fonds propres des entreprises. Il est là le point de vigilance. Il est là le point de vigilance. La faiblesse, elle est dans les fonds propres. Elle est là, il faut renforcer, il faut que les entreprises puissent renforcer avec tous ces outils les fonds propres des entreprises, parce que déjà, si elles ont des fonds propres, elles vont pouvoir participer, être acteurs de la relance, et puis elles vont aussi pouvoir, elles ont accumulé quand même, la réalité, là, elles ont accumulé des dettes Covid, donc elles vont pouvoir aussi rembourser dans le temps leurs dettes Covid. Et en fait, si les entreprises arrivent avec les différentes mesures qu'on connaît et qu'on va voir, et aussi des prochaines, à renforcer leurs fonds propres, on aura quand même réussi à résoudre une équation en refermant la parenthèse crise Covid pour beaucoup d'entreprises. Donc ça me paraît extrêmement important, ce point-là, ce point de bascule. On sera amené à revenir sur cette question des fonds propres, forcément. Ce que je vous propose, c'est de faire un point sur ce sujet du PGE et des prêts rebonds qui sont aujourd'hui au cœur des préoccupations des chefs d'entreprise qui sont face à des choix, aussi bien de souscrire un prêt que de le rembourser. On va voir ça tout de suite.
Alors, toujours le même principe, des questions assez rapides et des réponses autant que faire se peut qui doivent l'être aussi. D'abord, le PGE, c'est pas fini, il est encore mobilisable. Selon quelle modalité et jusqu'à quelle date ? Alors en effet, le PGE n'est pas fini puisqu'il a été prolongé et donc vous avez les entreprises ont jusqu'au 30 juin 2021 pour souscrire un PGE. Donc ça veut dire que pour certaines entreprises qui avaient déjà souscrit un PGE, elles ont la possibilité d'en souscrire un deuxième, un troisième, etc., jusqu'à atteindre un plafond. Ce plafond du PGE a été déterminé selon certains critères, qui est bien connu maintenant. Juste pour mémoire, pour des entreprises qui sont créées avant janvier 2019, le plafond est de 25% du chiffre d'affaires 2019. Pour des entreprises qui ont été créées depuis le 1er janvier 2019 ou des entreprises créées auparavant mais innovantes, le chiffre d'affaires, le plafond du PGE se base sur la masse salariale. Donc c'est 2 fois l'année 2019 de masse salariale. Donc soit la masse salariale, soit 25% du chiffre d'affaires. Mais encore une fois, on peut souscrire un PGE aujourd'hui jusqu'au 30 juin. On a cette date limite qui a été fixée. Il y a eu un prolongement, d'ailleurs une prolongation, qui a été décidée par le gouvernement. Alors en revanche, on ne peut pas prendre comme référence le chiffre d'affaires 2020. Ah non. Le PGE a été prolongé jusqu'en 2021 et entre-temps, il peut y avoir des bilans 2020, mais on ne peut pas prendre comme référence. C'est toujours le chiffre d'affaires 2019. Voilà, 2018 ou 2019, ça dépend de à quel moment on avait souscrit le premier PGE, mais on ne peut pas prendre 2020, même pour les exercices décalés. C'est toujours plus avantageux. Alors évidemment, un prêt, ça se rembourse. Quel est le calendrier prévu pour ce remboursement, Jacques Fabreau ? Bien. En fait, en plus, ces questions sont extrêmement importantes parce que ce sont des questions d'actualité, parce qu'on arrive, pour beaucoup de PGE, parce qu'une grosse majorité de PGE a été pris dès les premiers mois, donc on arrive sur la première échéance, donc la première échéance. Et déjà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les PGE ont une durée de vie maximale de 6 ans. Et ça ne devrait pas changer parce que de toute façon, c'est une règle européenne. On pensait à un moment donné que ça pouvait être plus long. Les PGE, ce sera, de ce qu'on peut savoir aujourd'hui, c'est 6 ans. Alors ensuite, pour expliquer les remboursements, c'est peut-être le plus simple, c'est de prendre un exemple. Je prends l'exemple d'une entreprise qui a souscrit son PGE au printemps dernier, au printemps 2020, et puis qui arrive sur la fin de la première année. Donc il va se poser des questions avec son banquier, son expert comptable, etc. Donc il peut y avoir 3 situations. La première situation, la plus simple, l'entreprise a pris un PGE de précaution. Finalement, son activité s'est plutôt bien passée pendant l'année, pas trop d'impact. Et puis elle arrive donc à très certainement rembourser son PGE, d'autant plus si elle n'a pas de besoin supplémentaire d'investissement, etc. Donc on va plutôt vers un remboursement du PGE avant la première année d'anniversaire. Ça, c'est le cas le plus simple. Le deuxième cas, toujours la même entreprise, mais elle a consommé une partie de son PGE et puis elle peut avoir des remboursements, des investissements à faire, parce qu'on reviendra sur ce sujet-là après. Donc elle va peut-être choisir d'amortir le PGE sur 5 ans. Donc je suis dans le scénario 1 plus 5, ma première année de franchise, je pars toujours sur une première année de franchise, et plus 5 années de remboursement. Et puis mon troisième cas qui est le plus complexe, toujours la même entreprise, j'ai une activité où le chef d'entreprise n'y voit pas clair vraiment, parce qu'il y a encore plein d'incertitudes, il souffre, mais il ne sait pas exactement quand est-ce que va reprendre son activité, comment il va reprendre aussi son activité. Et là, il est encore dans l'incertitude. Donc il peut, lui, et ça c'est une nouveauté depuis octobre, il peut demander une deuxième année de franchise. Et là, ce ne sera plus le scénario 1 plus 5, ce sera le scénario 1 plus 1. Donc, deuxième année de franchise, plus 4 ans de remboursement de PGE parce que je suis encapsulé dans la période des 6 ans. Voilà, c'est les 3 scénarios qu'il peut avoir. Et puis après, simplement pour finir sur ce sujet, après, il y a de la modulation possible parce qu'on peut aussi faire des remboursements partiels de PGE. Et ça, mais c'est des discussions actuelles entre le dirigeant, son expert comptable et bien sûr le banquier. Le banquier dont j'ai pu lire ici ou là, il rechignait un peu à différer le remboursement. Est-ce que c'est vrai ? Alors, juste une petite précision, cette deuxième année possible de remboursement, ce n'est pas exactement la même que la première année, puisque c'est une franchise en capital.
et donc pas une année. Donc l'entreprise paye. Donc elle rentre en amortissement sur une période de 5 ans, mais demande une période de franchise d'1 an en capital. Sur les banquiers qui freinent des 4 fers par rapport à... Alors, si jamais il y a eu des remontées, c'est que ça doit exister. Ce que je sais, c'est que les banques ont vraiment un mot d'ordre, c'était d'aller rencontrer chacun de leurs clients pour faire une étude un peu de ce qui semble le plus cohérent économiquement. Je pense qu'une entreprise qui, clairement, n'a pas de visibilité, si on voit certains secteurs tels que le tourisme, et qui explique qu'elle a besoin d'1 an supplémentaire pour avoir de la visibilité, le banquier n'aura pas intérêt à lui faire rembourser alors qu'il n'y a pas encore d'activité qui revient. D'autant plus que c'est un choix, mais des fois c'est un choix forcé, comme vous dites, parce que des fois il n'y a pas de visibilité, mais aussi pas de capacité à rembourser le capital sur cette deuxième année, parce qu'on est encore dans la crise sanitaire. En fait, ce qui est surprenant, mais on évolue, parce que ces dispositifs-là, ils avaient été aussi pensés, tout le monde pensait que ça allait être une crise sanitaire relativement courte dans le temps, ce qui n'est pas le cas. Donc il y a justement ces ajustements des dispositifs. Petite précision quand même, parce que j'ai encore eu des questions régulièrement. Les modalités de remboursement du PGE ne sont pas faites sur la plateforme de demande du PGE. Les modalités de remboursement du PGE se font avec chacune des banques. Et c'est on s'adresse à sa banque pour, soit sur une plateforme, soit manuellement, mais en tout cas demander que son PGE soit remboursé d'une manière ou d'une autre. Mais on ne se remet pas sur la plateforme de demande de PGE. Alors, on va revenir sur le PGE tout à l'heure, mais poursuivons sur les dispositifs qui existent, parce qu'il y a le PGE, mais il y a aussi d'autres dispositifs qui ont été déployés. Je pense notamment aux prêts rebonds régionaux qui ont été distribués par BPI France. Petite piqûre de rappel d'abord, Philippine, de quoi s'agit-il et quelles sont les entreprises concernées et les sommes prêtées? Oui, alors c'est un prêt qui s'adresse aux TPE et PME, de tout secteur. C'est un prêt sur 7 ans, dont 24 mois de franchise en capital, sans garantie. Et qui est là, on voit, il s'appelle prêt rebond, donc il est là pour, dans cette période, apporter de la trésorerie pour passer un peu la période de baisse d'activité de BFR. Ce prêt, il est distribué par l'ensemble du réseau BPI France et grâce à la mobilisation des experts comptables très très tôt dans la crise, il a été distribué en partenariat avec les régions via des plateformes digitales. Donc on a distribué sur 15 régions 643 millions d'euros, ce qui représente plus de 7000 entreprises accompagnées avec du prêt rebond. Ces prêts vont de 10 à 300 000 euros selon les régions. Et sur le digital, ils sont distribués sur des montants de 10 à 50 000 euros, avec une demande en digital, un décaissement en moins de 7 jours, grâce justement à l'intervention comme tiers de confiance des experts comptables des différentes régions. Et ce prêt rebond, c'est terminé, on ne peut plus le... Et non, la bonne nouvelle, c'est que le prêt rebond continue, un peu comme le PGE, puisque on n'est pas encore complètement sorti, on va dire, du soutien. Et donc, il continue jusqu'au 30 juin 2021. Des nouvelles régions sont ouvertes et elles sont dotées. Et donc, je me permets d'attirer l'attention pour d'aller vraiment orienter sur ces régions, donc Occitanie, Hauts-de-France, Normandie, Sud-PACA, et Bretagne, qui a été ouvert la semaine dernière. Donc, les régions ont doté les fonds et jusqu'au 30 juin 2021, vous pouvez demander pour les clients ces prêts digitaux. Il y a eu aussi le prêt rebond flash. Oui, alors c'est effectivement le prêt digital. C'est celui dont vous parlez. Parce qu'il est flash, il est très rapidement décaissé. C'est là où les experts comptables sont intervenus comme tiers de confiance, on va dire ça. Simplement un point, c'est ce que rappelait aussi à l'instant Nicolas Dufour, que sur le partenariat BPI avec la profession d'expert comptable, l'institution a mis à disposition à la BPI l'annuaire des experts comptables. Comme ça, les interlocuteurs BPI peuvent savoir exactement si la personne qui a été identifiée, c'est bien un expert comptable. Et derrière, ça permet aussi d'avoir directement de BPI, l'expert comptable en charge du dossier, a directement de la part de BPI des demandes de renseignements, etc. Donc ça marche plutôt bien. C'est des choses qu'on veut bien évidemment... que ce soit BPI ou nous, bien sûr, développer, parce que c'est toujours dans l'intérêt, bien sûr, des PME et de nos clients. Voilà, en fait, jusqu'à 50 000 euros, c'est le flash digital qu'on demande directement sur une plateforme avec l'intervention des experts comptables. Et au-delà de 50 000, ce sont les équipes BPI France en région.
Bien. Alors, quelques questions pratiques. On a eu pas mal de questions qui sont arrivées au siège du Conseil sup, évidemment, dans la période qui a précédé ce rendez-vous. Donc, je les relais avec mes mots et mes imperfections, tant pis. Le PGE peut-il servir à financer des investissements ? Oui, parce que le PGE est par nature un prêt non affecté. En fait, le PGE, il a fourni de la trésorerie à des entreprises dans une période très critique. Mais dans une période aussi de forte incertitude. Donc, en fait, les entreprises ont pris ces PGE en masse, on l'a bien vu avec les chiffres, pour justement constituer une trésorerie de précaution. Parce qu'il n'y avait aucune visibilité sur l'avenir. Aujourd'hui, on est toujours en crise, mais on va vers une sortie de crise. Et ce qui est intéressant, c'est l'étude, le dernier baromètre de BPI, Rexecode. La dernière étude qui date de quelques semaines, c'est très récent. 70% de mémoire, 70% des entreprises qui ont demandé un PGE, donc sur les 700 000 entreprises, n'ont pas ou peu utilisé le PGE. Ça, c'est le constat. Donc ça veut dire quoi, pour revenir à votre question? On a donc beaucoup d'entreprises qui ont un PGE, qui doivent avoir finalement une situation financière assez saine, peu impactée, et qui vont pouvoir utiliser cette trésorerie pour justement des investissements, pour aider à ce qu'on disait tout à l'heure à la relance, parce que ça va être. Donc vous dites d'une certaine façon que le PGE, qui était défensif au départ, peut devenir un outil de financement de la relance. Je pense que le PGE va être pour certains transformé en outil de précaution vers un outil de relance de l'activité des entreprises. Et ça me paraît extrêmement important. Et les entreprises aujourd'hui ont la chance d'avoir cette trésorerie qui ne coûte pas très cher et qui vont pouvoir disposer. Donc, encore une fois, c'est un prêt non affecté. Alors, tout à l'heure, on a évoqué avec vous les modalités techniques de remboursement du prêt. Vous nous avez donné le calendrier à travers un exemple. Mais concrètement, est-ce qu'on a un conseil particulier à prodiguer à un chef d'entreprise qui vous interrogerait sur la pertinence ou pas, d'ailleurs, de rembourser immédiatement son PGE s'il dispose de la trésorerie suffisante? Quels sont les conseils qu'on peut lui donner? Je pense que c'est là encore vraiment une question d'étude de chaque cas d'entreprise, chaque secteur est différent. Il est clair que des entreprises qui déjà étaient fragiles avant la crise et qui ont eu un PGE qu'ils ont plus ou moins utilisé n'ont pas forcément intérêt à le rembourser. Il vaut mieux garder cette épargne de précaution qui effectivement qui est vraiment peu coûteuse. Et attendre des jours meilleurs plutôt que de se priver d'une trésorerie. Donc nous, on conseillerait d'amortir sur la durée la plus longue possible. Des entreprises qui étaient en très bonne santé financière, qui avaient déjà de la trésorerie et qui ont choisi de prendre le PGE comme c'était conseillé pour avoir une épargne de précaution, vont devoir voir en fonction effectivement des arbitrages, puisque c'est quand même de l'endettement, et c'est quand même considéré comme de l'endettement. Si elles souhaitent rembourser avec cette trésorerie leur PGE en totalité ou partiellement, de façon à pouvoir se libérer de la capacité de remboursement pour d'autres investissements à venir. Enfin, il y a effectivement des entreprises qui sont entre les deux, donc là, le conseil qu'on pourrait donner, c'est de faire une étude de plusieurs scénarios avec leurs experts comptables, notamment sur une reprise de l'activité à 50, 60, 70, 80%, sachant que certaines aides, comme le chômage partiel, des reports de charges, vont s'arrêter, et donc de faire des simulations de trésorerie avec ces scénarios. Autre chose qui me semble vraiment très important, puisqu'il y a une grosse inquiétude sur les cotations de Banque de France. Les cotations Banque de France vont prendre en compte aussi les perspectives. C'est-à-dire que les entreprises qui avaient des bilans en 2020 qui sont finalement moins bons doivent discuter avec la Banque de France. Et la Banque de France vient d'envoyer un questionnaire, va envoyer en avril, donc c'est le deuxième questionnaire, à l'ensemble des entreprises pour leur demander leurs perspectives. Et là encore, si on a des situations intermédiaires qu'on peut faire certifier par les experts comptables, si on a des éléments qui permettent de dire que oui, l'année 2020 a été une mauvaise année, mais qu'il y a des perspectives, qu'on a profité de ce moment-là pour se diversifier, que le rebond
arrive, qu'on s'est mis dans des démarches de transition, de transformation. Ces éléments-là, qualitatifs, vont faire partie de la cotation Banque de France. Donc, les conseils, c'est effectivement de regarder au cas par cas concernant sa trésorerie et ses perspectives. Et là, évidemment, le rôle de l'expert comptable est central. Et oui, vous savez, notre mandature, on le répète depuis le début, notre nouvelle mandature au Conseil national, c'est l'expert comptable au cœur de l'économie. Mais là, c'est une matière extraordinaire, parce que qu'est-ce qu'on parle plus simplement des bilans, des situations, etc. On est dans la prospective, c'est-à-dire ce que Philippe nous explique. On est bien là en relation avec le client, en relation avec le banquier pour trouver, en effet, c'est du cas par cas, pour trouver la meilleure solution. Et on se projette, c'est-à-dire pour les entreprises, on est déjà le regard sur la relance. On est déjà sur ça, donc avec bien sûr des difficultés qui restent, etc. Et ça, c'est extrêmement important dans le rôle qu'on peut avoir. Et de toute façon, les clients, on les a énormément aidés. La profession les a énormément aidés pendant la crise. Et on est en train aussi de les conseiller, de les accompagner sur la relance. Et les sujets sont... Professionnels du chiffre et du conseil. Est-ce qu'il est possible de rembourser un premier PGE pour en demander un nouveau et bénéficier ainsi d'une nouvelle année gratuite? Alors, le PGE n'est pas fait pour rembourser le PGE. En effet, il y a d'ailleurs dans la FAQ un article important sur l'additionnalité qui explique que les PGE ne doivent pas servir à rembourser des moyens termes ou des courts termes. Là, c'était pour effectivement protéger les clients des faits où des PGE, des banques feraient des PGE pour rembourser des lignes court terme. Et de la même manière, un PGE ne doit pas être utilisé pour rembourser un PGE. Ensuite, en fonction effectivement de sa trésorerie et la possibilité d'avoir des nouveaux PGE jusqu'en 30 juin 2021, on peut continuer à souscrire des PGE actuellement tant qu'on n'a pas atteint le plafond des 25% ou de la masse salariale. On avait eu une question très technique dont je dois confesser qu'elle m'a un peu échappé sur le fond, en tout cas son intérêt. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de blocage au niveau du token, le numéro d'identification unique accordé par BPI? Alors ça, c'est effectivement lié justement à la question du remboursement du PGE. Il faut savoir que ce qu'on appelle le token, donc c'est la plateforme de demande d'attestation PGE que vos clients utilisent pour faire ces demandes. Et cette plateforme n'enregistre pas les remboursements. Donc effectivement, mécaniquement, il y aura un blocage, c'est-à-dire que si un client qui a par exemple utilisé 25% de son chiffre d'affaires et qui a déjà souscrit un PGE le rembourse pour en souscrire un nouveau, il ne pourra pas puisque la plateforme n'aura pas enregistré le remboursement. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, on peut continuer à souscrire des PGE tant qu'on n'a pas atteint les plafonds, mais quoi que vos clients fassent en termes de remboursement, la plateforme, donc le token, n'enregistre pas les remboursements. Bien, ça, il fallait le savoir, il fallait le préciser. On a déjà vu quelques dispositifs, et notamment le PGE, qui pouvaient se transformer en outil de relance. On va voir qu'il y en a d'autres outils, puisque le gouvernement, on le constate, fait feu de tout bois pour la préparer, en tout cas à travers des aides ou des prêts ou des produits qu'il est en train d'imaginer. C'est ce qu'on va voir, bien préparer la relance. Alors, il y a ces prêts participatifs et des obligations convertibles soutenues par l'État. Jean-Luc Flavaux, vous pouvez nous en parler assez... En effet, ce sont des tout nouveaux produits, d'ailleurs pas encore distribués. Ils devraient être distribués à partir de mi-avril, donc très bientôt. Donc l'annonce a été faite par le ministre Bruno Le Maire il y a quelques semaines. Donc mais c'est assez intéressant à observer pour l'instant. Donc déjà, c'est un renforcement des structures financières des entreprises et puis donc favoriser la dynamique de relance. Donc on voit bien que le PGE, encore une fois, qui a été une ressource d'urgence, etc., donc on peut le transformer, le PGE, mais on a aussi des nouveaux prêts, des nouveaux concours qui se penchent vers la relance. Donc prêt participatif, c'est un prêt qui va financer quoi, renforcer les fonds propres. C'est vraiment pour renforcer les fonds propres. Autant un PGE, c'était pour avoir de la trésorerie, là, c'est vraiment pour renforcer les fonds propres. Mais ce qui est intéressant...
quelques particularités, pareil, distribuées par le réseau bancaire. Il peut cohabiter avec un PGE actuel, etc. C'est ce qu'on sait du dispositif. Mais simplement, très très vite, parce que pour l'instant on manque un peu de pratique, mais quelques points intéressants. Donc en effet, c'est pour renforcer les fonds propres. On est plutôt sur des prêts qui vont pour financer des investissements très structurants pour l'entreprise, à moyen terme ou à long terme. D'ailleurs, ils vont être remboursés sur des durées de 8 ans. Donc, vous voyez, des durées on est plutôt sur des entreprises qui sont en bonne santé. Là. On prête aux riches. Oui, alors on peut... Oui, c'est plutôt des entreprises de bonne santé, mais on va les aider à bâtir une mutation de leur organisation, etc. Donc ça me paraît extrêmement intéressant. Et puis, on va pouvoir développer ces structures. Mais le dernier point aussi qui me paraît intéressant, c'est un fléchage, on va voir si ça marche, mais c'est un fléchage de l'épargne chez les ménages, qui est déjà relativement importante en France, mais encore beaucoup plus importante depuis un peu plus d'un an, parce que les gens ont encore plus épargné, vers les PME. Vous êtes en train de dire qu'il y aurait une incitation fiscale pour les ménages? Alors non, ça va être un fonds, ça va être un fonds ou des fonds qui vont être dédiés pour cela. Mais je trouve que c'est ce qu'on souhaitait, nous, depuis un certain temps, dans des propositions qu'on a pu faire. Mais aujourd'hui, on a des PME qui étaient en souffrance et on avait des ménages qui ont thésaurisé. Et donc, si on peut, on va voir si ça marche, mais si on peut, en tout cas, l'idée, elle est bonne, si on peut faire un fléchage de cet argent vers les PME où beaucoup de Français travaillent, parce que comme on le sait, beaucoup de salariés sont dans les PME, ça paraît extrêmement intéressant. Donc c'est à suivre et on va voir comment ça fonctionne. Et ils disent que la cible, ce sera, je crois, entre 7 et 10 000 entreprises. Donc ce ne sera pas du tout le même volume qu'un PGE, mais l'idée peut être intéressante. Je pense que l'idée, c'était que des entreprises qui doivent rembourser leur PGE dans 5 ans puissent quand même faire face à des investissements dont ils ont besoin et que sans avoir une capacité de remboursement déjà pratiquement saturée par le PGE. Donc, c'est un outil pour faire le pont avec le PGE qui prend le relais. On est déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'on bascule déjà, et c'est beaucoup plus optimiste quelque part, vers la relance. Philippine, d'autres dispositifs rapidement qui existent ou qui vont être lancés prochainement? Alors oui, il existe, on a parlé du prêt-rebond, mais il existe pour les entreprises que vous suivez dans certains secteurs des dispositifs complètement dédiés. Je parle du secteur du tourisme, de l'événementiel, où nous avons mis des dispositifs de soutien et de relance avec les prêts tourisme, des prêts qui sont longs sur 10 ans. Avec sur l'événementiel tout un plan sur la touch. Donc il existe pour certains secteurs des dispositifs particuliers de soutien et de relance qui leur permettent de continuer à faire leurs investissements. Je pense aussi que c'est très important aujourd'hui de mettre les entreprises en transition. C'est-à-dire qu'il faut réfléchir à cette période et nous avons la chance d'avoir des dispositifs très subventionnés pour pousser, très incitatif, pour pousser les entreprises dans cette transition écologique aujourd'hui. Je donnerai comme exemple, alors c'est même une nécessité, puisque ça va être une nécessité réglementaire. On sait qu'on a déjà certains grands donneurs d'ordre, je dirais comme par exemple dans la cosmétique, L'Oréal, qui ne veulent plus travailler avec des sous-traitants chinois parce que le bilan carbone n'est pas acceptable. Ça veut dire que ce sont des opportunités pour les entreprises françaises de reprendre des marchés avec cette relocalisation finalement des fournisseurs de grands donneurs d'ordre. Mais pour ça, il faut les aider. Et parfois, ils ne savent pas par quoi commencer, les chefs d'entreprise, parce qu'ils ont déjà la relance, ils ont déjà beaucoup de choses. Donc, ils ne savent pas par quel bout commencer. Alors, un dispositif qui est qu'on a pu monter avec l'ADEME, c'est le dispositif du DIAG Ecoflux, où on fait un bilan avec l'entreprise de ses consommations en bois, enfin en énergie, déchets, eau, avec un bureau d'études qu'on met à sa disposition sur son site, et on va pouvoir lui donner un résultat X investissements. Souvent, c'est pas très important, c'est parfois simplement une réorganisation. Donc diagnostic et préconisation. Voilà, diagnostic, préconisation, économie. C'est-à-dire que non seulement il se met en transition, mais il fait des économies. Derrière, on peut faire les financements avec des prêts subventionnés.
Et par ailleurs, le chef d'entreprise, on peut l'appuyer avec des VTE, puisque des VTE, donc des volontaires territoriales d'entreprise, des étudiants de grandes écoles ou d'étudiants d'écoles spécialisés dans l'environnement, qui vont permettre d'aider le chef d'entreprise à faire ce plan d'action. Et ces dispositifs sont pris en charge en partie par l'État, qui subventionne jusqu'à 8 000 € du salaire du VTE, ça peut être en alternance. Voilà, donc on a des dispositifs d'accompagnement, de diagnostic, de recrutement et de financement pour se mettre en transition. De 10 000 à 1 million d'euros, c'est ça? Alors, ça, c'est oui. Alors, les prêts verts, on peut même aller jusqu'à 5 millions d'euros de financement d'investissement. Mais ce que dit Philippine, c'est extrêmement important, parce que, en fait, on dit toujours qu'une crise majeure comme celle-ci, ça peut être aussi un accélérateur des transformations. Et là, ça va être ça. Je pense que ça va être, dans les PME, ça va être un accélérateur des transformations, la transformation digitale, mais aussi la transformation environnementale, toutes les contraintes environnementales, etc. Et moi, je vois bien dans les discussions que je peux avoir avec des chefs d'entreprise de PME, ces sujets-là, le digital, l'environnement, est beaucoup plus dans les têtes qu'il y a 2 ans. Et ça, c'est extrêmement important. Et si cette crise, où on a quand même payé un très très lourd tribut et c'est pas fini, si cette crise pouvait nous amener quelques bienfaits sur ces points-là, ce serait de bon augure. Oui, parce que ça a accéléré aussi mécaniquement le digital. C'est sûr qu'on voilà. se posait beaucoup de questions il y a 2 ans. Regardez, cette émission est diffusée sur les réseaux et on trouve ça tout à fait banal. Très très rapidement, s'il vous plaît, parce qu'on est en train d'exploser les compteurs, comme on dit dans certains cénacles. Le pré-rebond, les pré-rebonds ne seront plus disponibles après le 30 juin. Un relais est prévu, ça s'appelle quoi? Le pré-relance, c'est ça? Alors, après le 30 juin, effectivement, il y aura d'autres dispositifs, notamment le prêt. Il existe déjà un prêt croissance-relance pour financer des transformations structurelles pour les entreprises dans l'industrie. Il y aura son petit frère, qui sera le prêt croissance-relance distribué sur les plateformes digitales. Voilà, donc nous réfléchissons déjà à d'autres dispositifs pour continuer à soutenir et puis financer la relance. Alors on va, si vous voulez bien, passer à la dernière séquence, ça s'appelle le vrai du faux. Je vous donnerai le principe tout à l'heure. Alors ça va être du tac au tac. Je vous propose quelques affirmations, vous me dites si elles sont vraies ou fausses, et vous argumentez, et chaque fois, ça ne doit pas excéder les 20 secondes. Le prêt garanti par l'État entre dans les plafonds de minimi. Vrai ou faux? Non, faux. C'est faux. Ça, c'est gravé. 3 secondes. 3 secondes, on a fait fort. Pour Philippine, le prêt rebond proposé par les régions et par BPI France entre lui aussi dans les plafonds de minimi. Oui, il s'agit d'un prêt qui est dans le régime des minimi. Il est nécessaire d'avoir effectué une demande de PGE ou d'un prêt classique pour pouvoir bénéficier d'un prêt rebond. Oui, les prêts rebonds sont adossés à un cofinancement bancaire. Donc, ils peuvent être adossés à un PGE ou à un autre cofinancement. Une garantie est demandée aux chefs d'entreprise qui souhaitent obtenir un prêt rebond? Non. Aucune garantie. Une entreprise qui n'est pas en capacité de rembourser son PGE verra sa cotation bancaire dégradée. Alors si jamais elle est en défaut et qu'elle ne rembourse pas son PGE, elle sera mise en défaut. Après, c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure, les cotations bancaires prennent des données qualitatives et quantitatives, donc sur les bilans, et après c'est une discussion. Par exemple, le PGE peut être restructuré, repoussé avec une franchise supplémentaire. Donc s'il n'est pas en capacité maintenant de rembourser, mais que la banque repousse d'un an, on ne va pas dégrader la cotation en repoussant d'un an. Et puis, simplement, mais très vite, il y a des critères de cotation qui évoluent au fil des années du temps, donc on peut aussi penser qu'il y aura une prise en compte de cette période. Mais, voilà, mais si on est en défaut et qu'on ne peut pas payer, on est en défaut. Ouais. Alors, on a fait le tour. Est-ce que vous pouvez répondre, encore une fois très rapidement, à la question, ou plutôt à la remarque que je vais formuler? On a essayé d'être pédagogique, on a essayé d'être exhaustif. On a quand même le sentiment qu'on est dans une espèce de jungle où il faut être accompagné pour y comprendre quelque chose, si je suis chef d'entreprise. Vrai ou faux? On a toujours pensé que le chef d'entreprise doit être accompagné. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a aussi les dispositifs de conseil, d'accompagnement, d'accélérateur. Parce que quand on est chef d'entreprise, on a beaucoup
d'actions à mener. Et puis bien sûr, je dirais que l'expert comptable, dans cette période-là, notamment ce dont on parlait tout à l'heure sur le plan de trésorerie, des scénarios d'activités qui reprennent plus ou moins, l'expert comptable est un appui précieux dans ces périodes-là. Il est en train de boire du petit lait, vous imaginez bien. Alors. Oui, bien sûr. Philippine est très sympathique, mais en fait, bien sûr que l'expert comptable est important, le banquier, etc. Et l'État a joué son rôle aussi. Il ne faut quand même pas diminuer le rôle de l'État. Mais le chef d'entreprise, moi, il m'a impressionné par sa résilience. Il a très vite, on apprend souvent en marchant, et puis le mi-mars, il lui est arrivé, le ciel lui est tombé sur la tête, et finalement, les chefs d'entreprise, ils ont continué, ils se sont battus, ils se sont adaptés, les dispositifs, on leur a expliqué, à présent, ils les ont un peu compris, on continue à leur expliquer, etc. Mais on parlait de résilience au début de cette émission, il y a une véritable résilience du chef d'entreprise. Un chef d'entreprise, c'est un battant, il lâche rien, il va continuer pour beaucoup. Et les difficultés se sont amoncelées, mais j'espère bien que pour beaucoup, la relance leur sera profitable parce que franchement, c'est bien mérité. On va s'arrêter là. Je précise que cette émission, vous pouvez évidemment la regarder en replay parce que ça le mérite, revenir sur des dispositifs qu'on vient d'évoquer. Vous pouvez aussi aller vous renseigner auprès directement du Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables et tous les techniciens, tous les permanents de l'Ordre sont à votre disposition. Vous pouvez aussi frapper à la porte de Philippine qui vous accueillera à bras ouverts comme d'habitude. BPI France, ils sont comme ça. Je voudrais remercier quand même Romain Girac pour tout le travail de préparation qu'il a pu faire. Si quelquefois on a pu être pertinent, en tout cas pour ma part, ça m'est arrivé, je le lui dois. Ami Girac de Carénac, merci 1000 fois. Bye bye.